Ok, alors dans ce premier cours, je vais vous proposer de traiter la première partie du cours sur l'État, donc que je vous ai envoyé. Ce que vous avez donc dans le document de 8 pages, c'est d'abord la suite de l'introduction à la question donc que devons-nous à l'État, et puis donc vous avez les trois parties de ce cours. J'ai aussi donc ajouté le cours sur la justice et le droit, hein, qui est dans la continuité. Mais pour l'instant, on s'occupe donc des deux premières parties qui répondent vraiment à la question que devons-nous à l'État. Alors, je vous l'ai déjà dit, ce qu'il faut essayer d'éviter en dissertation, même si là je le fais, donc je ne montre pas le bon exemple, c'est les plans thématiques. Que devenons à l'État, c'est typiquement le genre de question qu'appelle un plan thématique, donc c'est-à-dire une liste, hein, nous lui devons 1, la sécurité, 2, la liberté. Pourquoi il faut éviter? Parce qu'on perd le mouvement dialectique, ce qui est propre à la dissertation de philosophie. Donc dialectique, c'est ce que j'appelle le fameux combat de boxe. On perd ce mouvement-là, en fait, de combat d'idées. Donc moi, je vais essayer de recréer ce mouvement tout en ayant un plan thématique. Ok, mais je vous expliquerai. Alors, que devons-nous l'État? Donc c'est un sujet, ça je vous l'ai déjà dit, qui est tombé au baccalauréat en ES, donc qui peut sembler pas mal déroutant. Euh, Toujours commencer par le plus évident. Donc après une introduction où je reviens un petit peu sur la nature de l'homme, à savoir que l'homme est un être particulièrement individualiste qui s'octroie des droits et des privilèges qu'il ne va pas forcément donner aux autres en fait. Euh, on va établir comme première réponse la plus évidente que du coup l'État est une nécessité en fait à travers la loi et à travers un système de sanctions qui va forcer les individus, qui va contraindre les individus à respecter les droits d'autrui. Franchement, on a un bon exemple en ce moment en fait. On demande à chacun de restreindre sa liberté de circuler, son droit de disposer librement de son temps, de son espace. On demande à chacun de restreindre ce droit-là au nom du bien commun, au nom donc de la santé de chacun. C'est le premier, franchement, c'est la première fonction de l'État. C'est pas la fonction la plus idéale, certes. On ne peut pas attendre que ça d'un État, à savoir qu'il restreigne notre liberté, même si c'est au nom du bien commun, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais les hommes ne sont pas capables en fait de s'auto-gouverner, ils ne sont pas capables de se contraindre eux-mêmes, à moins d'avoir une très grande conscience morale en fait. Disons que comme la majorité ne sont pas capables de le faire, il faut qu'il y ait un pouvoir supérieur qui le fasse. Ok? Donc c'est comme ça que je problématise le sujet. Réponse la plus évidente, l'État a d'abord un rôle de coercition, c'est-à-dire qu'il empêche les individus de faire certaines choses à travers un système de lois et de sanctions. Mais il serait dommage de n'attendre que ça de l'État, et il serait dommage que l'État n'ait que cette fonction-là. Et de toute façon, on voit bien, en tout cas par exemple en France, que l'État ne se réduit pas à être simplement policier, même si dans certaines situations comme en ce moment c'est particulièrement flagrant. L'État ne se réduit pas qu'à ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura une deuxième sous-partie où on verra que l'État a aussi un rôle paradoxalement, hein, j'expliquerai bien le paradoxe qui est d'augmenter les libertés de chacun. Ça, c'est donc le concept d'État libéral. Et dans un troisième temps, en fait, ce sera le cours sur la justice. L'État a aussi, est aussi appelé à être ce qu'on appelle un État-providence, donc qui assure la justice aux hommes, parce que là encore, ils ne sont pas capables de l'assurer de l'assurer eux-mêmes, en fait, en toute autonomie. Ok, donc ça, là, c'est la problématisation et le plan que je viens de vous énoncer. J'espère que c'est pas trop ennuyeux à regarder. Au pire, hein, vous mettez ça en fond sonore et puis vous allez faire des squats, des burpees, prendre un bain. Euh, Alors, première partie, on doit à l'État la sécurité. Donc la sécurité, l'homme est un loup pour l'homme et il règne entre les hommes tant qu'ils ne vivent pas au sein d'une société civile gouvernée par un pouvoir, une guerre, celle de chacun contre chacun. Okay, donc ça c'est le titre de la première partie.
Alors, donc je vous fais une synthèse de cette première partie avec une référence majeure d'un cours sur l'État qui est la référence à Thomas Hobbes, Léviathan, qui est son œuvre principale. Donc je vous l'ai dit, c'est la réponse la plus évidente. Il faut encore partir de ce constat sur la nature humaine. L'homme est particulièrement individualiste, c'est pas forcément un défaut en soi, d'accord, le souci de soi, de sa conservation, euh, lié en fait à l'instinct de survie, c'est en soi, d'un point de vue naturel, c'est non seulement compréhensible, mais tout à fait légitime. Mais donc, on part de ce constat sur la nature humaine que l'homme est un animal comme les autres, il recherche la satisfaction de ses besoins, de ses désirs, de ses pulsions aussi. Le problème, c'est que jusqu'où peut aller cette satisfaction? Clairement, si chacun cherche à satisfaire ses besoins, ses désirs, ses affects, ses pulsions, on va se retrouver très vite avec un conflit d'intérêts. Parce que quand moi je recherche la satisfaction, je vais nécessairement rencontrer dans ma quête une personne qui euh, désire par exemple le même objet que moi. Ça on l'a vu avec le désir mimétique. On prend l'exemple d'un concours, ok? Un concours. Je passe un concours, ma satisfaction elle tiendrait au fait de réussir ce concours. Bien évidemment, les autres vont être perçus comme ceux avec qui je suis en compétition, voire carrément comme des ennemis à abattre. Et dans ce cas, une personne qui serait dénuée de conscience morale, ou justement une personne qui vivrait dans une situation où il n'y a pas un pouvoir coercitif, donc c'est-à-dire un système de loi avec des sanctions, bah, cette personne-là, elle pourrait aller jusqu'à commettre l'irréparable, hein, je sais pas moi, pousser l'un des candidats dans les escaliers pour qu'il se présente pas, tuer ses parents, pardon, bref. Euh, donc c'est bien là en fait qu'on voit la nécessité, de l'éducation, mais ça on l'a abordé dans d'autres cours, avec la constitution de surloi par exemple, et donc de la loi. Ok, donc je répète, on part du constat que l'homme est un animal comme les autres, et donc la question à laquelle Thomas Hobbes a cherché à répondre, c'est que se passerait-il si les hommes étaient donc laissés livrer à eux-mêmes dans un état qu'on appelle l'état de nature en philosophie, c'est-à-dire en fait comment dire, pas une société justement, mais une situation où il n'y a pas de pouvoir, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas d'institution. Pour caricaturer, mais il faudrait éviter de le dire dans une copie, essayer d'imaginer un petit peu voilà, ce à quoi pouvait ressembler en fait la préhistoire, enfin, en fait l'image classique qu'on en a. Donc c'est-à-dire en fait des individus qui vivent en petits groupes familiaux par exemple, ou plus proches de nous, je sais pas moi, si on pense aux Highlanders d'Écosse, voilà, des gens qui vivent en clans, enfin, des petits groupes de clans qui se déplacent et qui sont amenés à rencontrer donc d'autres individus, d'autres clans. Essayez d'imaginer ça, d'accord? Imaginez donc une situation comme ça où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas donc de société civile, où il n'y a pas de système de loi, il n'y a pas de système de sanctions, il n'y a pas de pouvoir tutélaire. Les hommes vivent les uns à côté des autres. Thomas Hobbes suppose, c'est une supposition, hein, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Il suppose que ces hommes sont égaux. Ils sont égaux quant à leurs facultés physiques, égaux quant à leurs facultés de l'esprit. Donc ils sont tout aussi forts et tout aussi intelligents les uns que les autres. On est d'accord que dans les faits, hein, ça ne se passerait absolument pas comme ça. Il y aurait nécessairement des individus qui seraient diminués, par exemple sur le plan physique, et l'inverse. Donc il suppose voilà, des gens qui sont tout à fait égaux, et surtout, c'est ça le plus important, qui revendiquent un droit fondamental qui est le droit à la vie. Donc ce sont des personnes qui font absolument tout ce qui est en leur possible pour survivre. Et ça, c'est dire complètement logique. Ce sont des individus qui cherchent à satisfaire leurs besoins vitaux et qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi, y compris tuer de façon préventive s'il le faut, pour préserver ce droit à la vie. Donc ce que nous décrit Thomas Hobbes, ce sont des hommes égaux, des hommes qui sont parfaitement libres.
Pourquoi parfaitement libre? Parce que justement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de code, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éducation. Donc ce sont des hommes parfaitement libres qui sont amenés à faire tout ce qu'ils veulent pour conserver leur droit fondamental, le droit à la vie. Ok? Donc, égaux, libres et biologiquement déterminés à tout faire pour conserver leur vie. Bon bah voilà, que se passe-t-il du coup quand un individu rencontre un autre individu, par exemple autour d'un pommier? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pommier, il y a deux pommes. Est-ce que vous pensez vraiment que ces deux individus vont se dire oh bah tiens, partageons, je prends une pomme et puis je vais la partager en 6 avec mes 6 enfants et puis toi tu... Enfin, déjà, il faut qu'ils parlent un langage commun, enfin bref. Non, clairement, ils vont pas partager les deux pommes, hein, ça va de soi. Regardez, même aujourd'hui, alors qu'on vit dans une société où on est... où on reçoit une éducation, où on a un surmoi, où il y a un système de lois et de sanctions, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables d'aller dévaliser les rayons de lait pour bébé, de litière pour chat, enfin bref. Donc, déjà, si des individus qui sont civilisés, qui ont reçu une éducation, ne sont pas capables de faire preuve de solidarité, imaginez ce que ce serait dans un état de nature, d'accord? C'est comme ça que Hobbes appelle cette situation, un état de nature sans éducation, sans loi, sans règles. Alors, on peut adopter l'optimisme. Moi, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est complètement. Ça a aucun sens. On peut adopter l'optimisme de quelqu'un comme Rousseau qui considère que les hommes sont bons par nature, naturellement solidaires, naturellement doués d'empathie. Thomas Hobbes n'est absolument pas d'accord avec ça. Et moi non plus. Voilà. Ok, alors, vous pourriez dire, mais pourquoi Thomas Hobbes est si pessimiste? D'où lui vient cette conception assez noire des choses, donc à savoir des hommes qui font tout pour survivre et donc qui sont prêts à s'attaquer. Alors ça vient du fait qu'il a été témoin de la guerre civile, donc qui a fait rage au XVIIe siècle, qui était particulièrement sanglante, qui a mené à l'exécution du roi Charles Ier. Et témoin de ça, tout simplement, ça l'a révulsé, ça l'a dégoûté des troubles politiques, de la violence. Donc voilà, je ne vais pas raconter sa vie, mais il a fui à Paris, il est revenu plus tard en Angleterre, mais dans tous les cas, c'est ça qui a servi en fait de point de départ à sa réflexion. Et perso, j'aime bien les philosophes qui savent de quoi ils parlent. Enfin, en fait, qui ont fondé j'aime bien les philosophes qui fondent une philosophie, qui fondent des théories sur leur vécu. Alors, on pourra dire, ouais, mais c'est subjectif. Enfin, la guerre civile, c'est un fait qui est universel, en fait. Dire que les hommes sont capables de s'entretuer, des hommes d'un même sang, hein, d'un même peuple, dire que ces gens-là sont capables de s'entretuer, et à partir de ça, dire il faut tout faire pour qu'ils ne s'entretuent pas, donc avoir un état hyper puissant qui les empêche de le faire, c'est pas un jugement subjectif du tout en fait. À partir du moment où c'est une réalité qui existe depuis des centenaires. Hein. Donc voilà. Mais ouais, il y a pas mal de philosophes comme ça qui ont fondé leur pensée sur ce qu'ils ont traversé, sur leur existence, et c'est non seulement ça les rend souvent plus pertinents, mais bon aussi plus c'est plus tendre, je sais pas, enfin bref, pas apesantir là-dessus. Ok, donc Thomas Hobbes, témoin de la guerre civile, dégoût pour les troubles politiques, dégoût pour la violence. Donc en gros, ce que Thomas Hobbes va nous dire, c'est c'est très simple, vous avez le choix entre des individus qui sont libres, mais qui font n'importe quoi, ou un État hyper puissant qui va tous vous maintenir en respect, et qui va vous empêcher de faire un abus de votre liberté. Franchement, c'est encore une fois ce que l'on vit aujourd'hui, ou ce que l'on vit lorsque l'on est en état d'urgence, à la suite par exemple d'un attentat, enfin dans les semaines qui suivent un attentat. On limite drastiquement les libertés individuelles, liberté physique, comme la liberté de circuler, voire liberté, pourquoi pas même intérieure,
je sais pas moi, à travers par exemple un programme lié à l'éducation qu'on va instiller dans les esprits sans forcément qu'ils s'en rendent compte, enfin bref. Dans tous les cas, Thomas Hobbes nous dit, vous avez le choix, ou bien vous abandonnez votre liberté, c'est un gros sacrifice, hein, vous abandonnez votre liberté et vous la remettez dans les mains d'un état, d'un pouvoir hyper puissant, et tellement effrayant que vous allez le respecter, ou bien vous gardez votre liberté, mais dans ce cas-là, votre droit à la vie, il n'est pas sûr qu'il soit garanti. Vous pouvez prendre l'exemple de la série The Walking Dead, par exemple, parce que les créateurs, non pas de la série, mais de la bande dessinée, ils se sont eux-mêmes inspirés de Thomas Hobbes, et donc de son œuvre Léviathan. Qu'est-ce qu'on voit bien dans la bande dessinée et dans la série? Ce sont des individus qui sont prêts à coopérer, non pas par solidarité, mais encore une fois par individualisme, parce qu'ils veulent à tout prix survivre. Donc ils sont prêts à coopérer, mais cette coopération, pour qu'elle fonctionne, il faut absolument qu'elle soit assortie en fait, d'un système de codes, de règles, et donc de menaces, donc de sanctions. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on respecte les principes qu'on a établis. Donc ce sont des individus qui vivent séparément jusqu'à ce qu'ils aient besoin de s'assembler pour survivre. C'est exactement ça que théorise Thomas Hobbes. Les individus, ils tiennent plus que tout à leur droit à la vie, donc il y a un moment, ils sont assez intelligents pour comprendre que s'ils veulent survivre, il faut absolument qu'ils s'unissent, mais pour que cette union fonctionne, il faut que la liberté de chacun soit limitée. Ok? Donc pour prendre l'exemple actuel, à partir du moment où chacun abuse de sa liberté en sortant, en se retrouvant, en allant faire un match de foot, en allant boire une bière avec les copains, à partir du moment où les gens abusent de leur liberté et mettent en danger les autres, il faut un système de lois et de sanctions qui soit hyper coercitif et qui soit dissuasif. Voilà, c'est ça, dissuasif. Il y a mon chat qui est en train de donner des coups dans la table, donc si ça vibre, c'est à cause de lui. Oui, bah oui, mais là je donne cours, donc... ce qui se passe en ce moment, par exemple, si vous êtes pris en flagrant délit de réunion avec vos amis dans un parc, c'est, si je ne me trompe pas, une amende en gros de 36 €. Pas assez dissuasif. Dans le monde de Thomas Hobbes, on vous couperait les mains. Bon, les mains seraient pour le vol, mais dans le monde de Thomas Hobbes, pourquoi pas en fait sacrifier un des individus pour l'exemple et puis carrément le tuer. Enfin, je caricature un petit peu, mais en gros, ce serait ça. Ce serait une réponse hyper dissuasive, hyper violente pour montrer à la population, bah, regardez ce qui se passe lorsque vous enfreignez les lois. Voilà, en faisant un abus de votre liberté. Alors, pour pas que la vidéo non plus soit trop longue, je suis passée sur le texte de Thomas Hobbes que je vous ai mis. Donc un extrait, si vous le trouvez à la page blablabla, oui, 1-2. Je pense pas très vite, donc page 1-2. Vous avez le texte. Franchement, il est important parce que dans ce texte, en 2-3 mots, il dresse un portrait de la nature humaine. La nature humaine serait pour lui cupide, avide, c'est-à-dire elle désire posséder et toujours posséder davantage. Voilà, elle est en quête de possession, peureuse et orgueilleuse. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez bien dans le cours, d'accord? C'est les 3 traits caractéristiques de la nature humaine pour Thomas Hobbes. L'homme est cupide, l'homme est peureux, l'homme est orgueilleux. Et donc pour Hobbes, ce sont les 3... Arrête là, c'est bon. Pour Thomas Hobbes, ce sont les 3 raisons qui poussent les hommes à s'attaquer, d'accord? La cupidité pousse les hommes à s'attaquer pour se rendre maître des possessions des autres, donc pour voler ce qu'ils possèdent, hein, tout simplement. Donc la cupidité va pousser les hommes à aller chercher chez le voisin ce dont il a besoin. 10 paquets de pâtes, par exemple. La peur pousse les hommes à s'attaquer de façon préventive. Parce que j'ai peur que tu puisses m'attaquer, je vais t'attaquer avec une balle dans le dos au cas où. Voilà.
Et l'orgueil, moi j'aime bien ce trait-là de la nature humaine. En fait, l'orgueil pousserait les hommes à s'attaquer pour rien, en fait. Euh, un regard noir, un sourire un peu mal placé, une petite insulte contre sa maman, sa profession. Enfin, voilà, c'est ce que dit Thomas Hobbes dans le texte. Ça, on le voit tous les jours, on en est témoin, mais tous les jours, ce qui montre bien quand même que Thomas Hobbes, il n'a pas complètement tort, quoi. Tous les jours, on voit des personnes qui vont faire usage de la violence, verbale ou physique, parce qu'on a insulté sur les réseaux sociaux, par exemple, leur profession. Quelqu'un qui va dire « Ouais, les profs, vous êtes tous des fainéants. » Vous êtes sûr que derrière, on va pas se laisser faire, on va répondre, plus ou moins violemment. Euh, on est constamment témoin de ça. Donc d'une nature qui est cupide, peureuse, orgueilleuse. Voilà, ça c'est la nature humaine pour Hobbes. C'est ce qui explique que les hommes s'attaquent constamment. Et c'est ce qui explique, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, la nécessité de la création de l'État. Donc, comment ça se passe? Les hommes, comme je disais tout à l'heure, n'en peuvent plus. La situation doit cesser. Ils sont assez intelligents, raisonnables pour décider ça seuls, d'accord? Donc en toute autonomie, ils vont créer à travers donc un pacte social, une convention, le dit Thomas Hobbes, ils vont créer l'État. Donc c'est vraiment deux personnes qui s'associent, enfin, deux personnes ou plus qui s'associent, et qui passent en fait un pacte mutuel de non-agression, quoi, si vous voulez, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Donc je renonce à ma liberté, ça vous allez le trouver dans le deuxième texte de Thomas Hobbes, les termes du contrat, du pacte. Je renonce à ma liberté, à condition que tu renonces à ta liberté, et ainsi on est content, on est plus libre de faire ce qu'on veut, mais par contre, on est protégé. Et je répète, le plus important pour les hommes, c'est pas la liberté. Ils sont prêts à l'abandonner s'ils peuvent avoir la sécurité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est sur l'échelle des valeurs, la sécurité et, enfin, la sécurité et la conservation de la vie est mise là, alors que la liberté est là, d'accord? C'est quelque chose que nous on a du mal à comprendre en France. C'est pas notre façon de penser. Nous on est plutôt des pas forcément à raison d'ailleurs, hein, on est plutôt toujours en recherche de garantie de nos libertés individuelles. Et justement, quitte à en faire des abus. Alors que dans d'autres peuples considéraient que oui, la sécurité est plus importante que la liberté. Voilà, donc les hommes passent un... Donc ça, c'est page 2. Hein. Comment sortir de cet enfer? Comment sortir de l'enfer décrit par Hobbes, donc par une convention. Donc une convention donc, par laquelle chacun abandonne sa liberté et la remet donc dans les mains d'un pouvoir tutélaire ou d'une assemblée. Donc soit une seule personne, un tyran, quoi, clairement, soit une assemblée de tyrans. Et donc, cette personne qui est dépositaire de toutes les libertés, donc qui a... C'est pas qui a pris, pardon, j'allais dire qui a pris toutes les libertés. Non, à qui on a donné sa liberté, d'accord? C'est une forme de servitude volontaire, mais complètement assumée. Donc cette personne qui est dépositaire de toutes les libertés, qui les concentre toutes, elle est maintenant habilitée à faire tout ce qu'elle veut, mais sachant que le peuple est d'accord, pour maintenir l'ordre et la paix entre les hommes de la nation et à l'extérieur. Donc c'est comme si, c'est l'exemple que je prends, c'est comme si par exemple, en cette période-là de travail à la maison, vous savez très bien que vous n'allez pas vous mettre au boulot, et par exemple, c'est comme si vous disiez à vos parents, bah, écoute, je suis pas capable de me gouverner tout seul, je suis pas capable de me raisonner, donc prends mon téléphone, prends mon ordinateur, prends ma tablette, bref, prive-moi de liberté, de la liberté d'aller dessus, garde-les sous clé, ne me les redonne pas même si je suis en pleurs à tes pieds, parce que je sais que je suis pas capable voilà, de me discipliner moi-même. C'est exactement ça ce que font les hommes. Ok? Sauf que eux, ils le font au nom de la vie qu'ils veulent conserver, et donc au nom de la liberté. Cet état, enfin ce pouvoir maintenant créé, est appelé Léviathan par Thomas Hobbes, qui a donné le titre de l'œuvre, Léviathan, en référence au monstre marin de la Bible qu'on trouve dans le livre de Job. Dans l'Ancien Testament, voilà, il est dit qu'il n'y a pas de monstre plus terrifiant sur terre et dans la mer. Voilà, c'est un espèce de monstre
un espèce de dragon tentaculaire, en fait, une espèce de kraken géant. Euh, c'est une très bonne image, en fait, le côté tentaculaire, parce que voilà, c'est une bonne métaphore de l'État qui a des bras partout pour frapper à n'importe quel moment. Voilà. Comment est constitué l'État. Voilà donc ce qui légitime l'État, mais attention, pas n'importe lequel, vous avez bien compris, un État policier, un État qu'on va appeler un État despotique, d'accord? Voilà ce qui explique donc la légitimité de fonder la loi et le système de sanctions pour Thomas Hobbes, c'est encore une fois la nature humaine. Si les hommes étaient différents, s'ils étaient capables d'arriver devant un pommier et de faire ah bah tiens partageons toutes ces pommes parce qu'on est bon et doué d'empathie, il n'y aurait pas besoin du Léviathan. Mais il y a besoin du Léviathan parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Et encore une fois, Thomas Hobbes l'a vu, il l'a observé chez des gens qui étaient pourtant civilisés. Donc il suppose que chez des gens qui n'ont pas reçu d'éducation, c'est encore pire. Voilà, pour la synthèse. Enfin, c'est plus qu'une synthèse, hein, c'est une analyse donc de ma première partie. Et je vous fais juste la transition. Et donc le prochain cours, ce sera la deuxième partie. La transition, c'est mais peut-on ainsi renoncer à sa liberté? Est-ce que ça suffit en fait d'avoir pour motif la sécurité, la certitude que sa vie sera conservée? Clairement non. On ne peut pas accepter de vivre dans un état qui ne serait que policier, qui ne serait que dans la coercition, dans la privation de liberté. Voilà, donc c'est la question que je pose. Et puis l'État, voilà, n'a-t-il que ce rôle-là, cette fonction de coercition? Non, bien sûr. Ne peut-on pas prétendre à autre chose de sa part? Si, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui va amener à la partie ensuite sur l'État est garant de la liberté. Paradoxal, par rapport à ce que je viens de dire, bien sûr, mais clairement ça s'explique. Et l'État garant de la justice. Voilà. N'hésitez pas à me dire, à me donner des retours pour que vous me disiez un petit peu ce qui fonctionne pas.